L'éducation préscolaire produit des effets positifs sur les tout-petits. C'est là grâce à un programme riche dont une grande partie est consacrée à des jeux récréatifs. Nous en parlons dans ce journal. Depuis le début de la Coupe du Monde, il existe une grande ferveur autour des maillots. Chacun voulant exprimer son soutien à ses équipes préférées, occasion pour les vendeurs de générer plus de revenus. Le constat également dans ce journal. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être sur ORTM2 pour vous informer. Je vous le disais à l'instant, l'éducation préscolaire, comme son nom l'indique, est antérieure à l'inscription de l'enfant à l'école. Cette étape lui est bénéfique à plus d'un titre car contribue à son épanouissement grâce à un programme axé en grande partie sur les jeux récréatifs. Le constat a été fait par l'une des équipes de reportage. Elle était dirigée par Aïssata dite Kumba Akani. L'éducation préscolaire est considérée comme indispensable dans le processus d'apprentissage des enfants. C'est une période durant laquelle l'enfant effectue sa première épreuve en matière d'éducation scolaire. Généralement, c'est à l'âge de 3 ans que l'enfant commence cette éducation préscolaire. Nous sommes ici au jardin d'enfants Les Papillons. À notre arrivée, il était 7h45. Le premier enseignement avant la rentrée des classes. Dans cet établissement, beaucoup sont dans le quotidien de ces enfants. Et pour cela, les monitrices sont à l'épreuve, car ce n'est pas aussi facile. 1, 2. 1, 2. C'est à partir de 2 ans et demi jusqu'à 3 ans. On les encadre. Les parents les amènent pour les garder avant la descente. Il faut avoir l'amour des enfants. Si on a l'amour des enfants, on peut encadrer tous les enfants. Et chaque enfant a son petit caractère. Nous les encadrons pour les enlever les mauvaises habitudes et les donner les bonnes habitudes. Le plus intéressant, c'est cette activité. Les enfants apprennent de nouvelles notions tout en s'amusant. Ils s'exercent au quotidien. Ils ont même la chance de développer leur esprit créatif et artistique grâce à plusieurs activités. Pour les tout petits, c'est une préparation de l'école. Voilà, donc ça leur permet aussi de s'épanouir. Voilà, d'être préparé pour la rentrée à l'école, d'être en contact aussi avec les professeurs. En effet, inscrire un enfant à l'école maternelle permet de lui donner très tôt l'envie d'aller à l'école. Il pourra considérer ces lieux éducatifs comme un endroit où il peut apprendre et s'épanouir. Généralement, on appelait les jardins d'enfants. Ce n'est plus les jardins d'enfants, c'est le centre de développement de la petite enfance, appelé CDPE. Donc, qui reçoit les enfants de 3 à 6-7 ans. L'avantage déjà, c'est les préparer pour l'école. Il y a d'abord les activités qu'on mène au sein de ces CDPE. Notamment, vous allez coïncider avec une activité psychomotrice, notamment l'éducation physique. Il y a les activités langagières, il y a les activités sensorielles, il y a les activités environnementales, il y a l'initiation aux mathématiques élémentaires. Toutes ces activités préparent les enfants pour l'école. Un enfant de 3 ans, ce n'est pas facile de l'encadrer. Donc c'est pourquoi les gens pensent que c'est seulement les enfants de 3 ans qu'il faut l'emmener au jardin d'enfants. On parle de chansons, on parle de récitation, on parle de contes. Tout ça, c'est dans le cadre de la socialisation de l'enfant. Parce que l'enfant quitte la famille. Après la famille, il vient à l'école. C'est un changement de milieu au jardin d'enfants. Les maîtresses sont considérées comme la maman. Le gardien et les moniteurs qui sont là sont considérés comme le papa. Eux, les grands sont considérés comme les grands frères des petits. Donc ça facilite l'adaptation et la socialisation de l'enfant. Pour ceux qui l'ignorent, l'éducation préscolaire n'est rien d'autre que la seconde appellation de l'école maternelle. Elle joue plusieurs rôles, mais sa toute première mission est d'inculquer aux enfants l'amour pour les études. Nagez, nagez, petit poisson. Le mois de décembre est dédié à la lutte contre le VIH-Sida, occasion pour les autorités d'intensifier la riposte contre la pandémie. Il s'agit par exemple de la sensibilisation de la population à se faire dépister en plus de la prise en charge des personnes atteintes. Comment s'effectue donc cette prise en charge dans les structures sanitaires? Élément de réponse dans ce reportage signé à Modibo Sidibi.
La journée mondiale de lutte contre le VIH est célébrée le 1er décembre de chaque année. Ainsi, durant tout le mois de décembre, la sensibilisation autour de la maladie est de taille. Au Mali, selon les chiffres officiels, 1,1% de la population vit avec le VIH-Sida en 2021, comparativement aux années précédentes où le taux de prévalence était de 1,7%. Si le taux de prévalence se trouve aujourd'hui à 1,1%, c'est en partie lié à la gratuité du test de dépistage et la prise en charge totale des malades du sida. Donc, en ce qui concerne l'hôpital dermatologique de Bamako, ici, la prise en charge elle est globale. Donc, une fois que le patient est dépisté, donc il y a la possibilité d'avoir malheureusement un résultat qui est positif. Cela veut dire que la personne porte le virus. Donc, on passe d'abord par des entretiens pour pouvoir préparer les patients à mieux prendre vraiment son traitement. Et il y a aussi le suivi médical pour pouvoir adapter son traitement à son besoin. Ainsi qu'il y a le volet de l'accompagnement psychosocial. Donc il y a des cas soit qui sont frappés par l'âge, mais soit c'est des enfants, soit ils ont d'autres orientations, donc ils font que physiquement ou bien moralement ils sont touchés. Donc on est obligé de les accompagner jusqu'à leur lieu de travail, jusqu'à en famille, dans la communauté, pour qu'ils soient vraiment retenus dans le suivi. Et la gratuité du traitement par les antirétroviraux a porté ses fruits. Parce que quand on s'est référé aux dernières données de l'enquête démographique de santé au Mali, quand on prend 100 patients, ou bien 100 personnes au Mali, et estimer qu'une seule personne soit atteinte du VIH. Ça, c'est de façon globale. Donc, alors que dans les années passées, c'était plus que ça. Et puis, domina, si les tests tombent positifs, on leur donne des médicaments. Ils commencent la prise depuis le premier jour du dépistage. Il y a des femmes enceintes qui ne se pèsent pas jusqu'à leur accouchement. On prélève leur sang dans la salle d'accouchement. Dès qu'elles sont positives, on leur donne des médicaments. Cela évite à l'enfant d'être contaminé. Il y a aussi ces sirops. Les personnes vivant avec le VIH-Sida sont satisfaites de leur prise en charge. Les leaders, les membres associatifs qui se sont engagés, on leur donnait à 40 000 par mois. Donc finalement, les membres associatifs payaient 5 000 francs pour avoir le traitement. Donc au temps de Fé Amadou Toumani Touré, lui, il a dit qu'il faut que les médicaments soient gratuits et que les médicaments aillent vers les malades. Donc, au jour d'aujourd'hui, les médicaments vont vers les malades. C'est pourquoi je dis que les médicaments sont gratuits et disponibles partout. Néanmoins, certaines couches restent toujours vulnérables face au virus, ce qui pourrait constituer un frein dans l'atteinte des objectifs visant à mettre fin au sida d'ici à 2030 partout dans le monde, si rien n'est fait. Il y a des couches qui sont vulnérables, qui sont marginalisées par leurs pratiques. Donc, la maladie se concentre sur ces personnes-là. Un exemple, les travailleurs du sexe, excusez le terme. Donc, ces cas-là, la maladie est concentrée chez eux. Les utilisateurs aussi de drogues injectables. Bon, si on ne s'occupe pas à cette population qui est appelée population clé, finalement, la maladie qui est concentrée chez eux, ça sera dirigé vers la population générale. Malgré tous les efforts consentis, certaines personnes vivant avec le VIH-Sida sont parfois confrontées aux ruptures de stock de médicaments et à la stigmatisation. La lutte contre le VIH-Sida doit être une affaire de tous. C'est ce qui nous amène à faire le rapport journalier de la maladie à coronavirus. Sur 277 tests réalisés, on note 0 cas positifs, 0 guéris, 0 décès. À ce jour, 2 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner.
Fréquemment utilisé à cause de sa bonne odeur, l'encens est un produit à base de racines, de feuilles, de résidus d'arbres et de bien d'autres matières. Pour de nombreuses femmes de ménage, cette bonne odeur constitue un moyen canalisateur de leur mari. Cependant, force est de constater que les avis des hommes divergent sur l'utilisation de l'encens. Des réactions dans ce reportage signé Samba Sanougou. L'encens a une histoire. Son premier rôle est de bien respirer de la bonne odeur. C'est un mélange de substances qui est produite à base de résines, de feuilles, d'écorces naturellement parfumées. L'obtention de l'odeur de l'encens est souvent due à la combustion, au chauffage ou d'autres méthodes. On peut ajouter du parfum à notre convenance. L'encens, c'est un trésor de sensualité. C'est une douceur pour le cœur et pour l'esprit. Mais surtout, c'est le symbole de la féminité et de la coquetterie. Et nous savons qu'une femme, si tu veux être coquette, vraiment tu veux que ta maison sente bon. Mais aussi l'encens apaise la maison. Ça stabilise le foyer, ça stabilise le couple. C'est pourquoi nous les femmes, on l'utilise pour deux raisons. À cause de son pouvoir pour la stabilité du couple, l'harmonie au sein du couple, mais aussi, surtout à cause de sa bonne odeur. Je ne dirais pas que les hommes n'aiment pas l'encens. Les hommes n'aiment pas majoritairement la fumée. Donc, faire l'encens, c'est un art qui s'apprend. Chaque espèce ou variété de l'encens a une origine. C'est pourquoi il est bien de connaître ses méthodes d'emploi. Bon, les personnes qui sont asthmatiques ont beaucoup du mal à supporter aussi l'odeur de l'encens. Donc, il faut faire attention avec ces personnes. Si vous voulez encenser votre maison, par exemple, si votre mari n'est pas là le matin, vous pouvez le faire le matin. Le soir, il viendra trouver qu'il n'y a pas d'odeur forte. Bon, s'il ne peut pas non plus supporter, il faut laisser. Voilà, dans la vie, chacun de nous est sensible à quelque chose. Mais ça ne veut pas dire que les hommes n'aiment pas l'encens. Cette revendeuse de l'encens, elle a des clients hommes et femmes. Je vends l'encens à des hommes et femmes. Quand je ne suis pas à la boutique, les hommes viennent chez moi à la maison pour acheter de l'encens pour leurs femmes. Mon ami peut le témoigner. Pour ses clients, l'utilisation de l'encens dans la maison est très importante dans la vie d'un couple. Moi, j'aime utiliser de l'encens dans ma maison. J'ai 2 femmes et elles l'utilisent dans leur maison. L'encens est très important pour maintenir ton mari à la maison. L'utilisation de l'encens est très bonne dans la maison pour les hommes et femmes. Cela permet de consolider la vie du couple. Une bonne odeur permet d'apaiser le cœur des personnes mariées. Très généralement, les femmes utilisent pour chasser les mauvaises odeurs de la maison. Et je pense que c'est bon. Ça permet à certains visiteurs au moins de voir que la femme elle est propre. Parce que souvent, mais il y a certains hommes qui, d'autres sont, comment dirais-je, n'aiment pas. Cela est lié à beaucoup de facteurs parce que peut-être qu'ils sont malades. Cela est lié à ça. Mais dans la plupart des cas, même dans le temps passé, les gens utilisaient. Notre conseillère conjugale donne conseil sur l'utilisation de l'encens dans la maison. L'encens, c'est quelque chose de très bien. Mais il y a aussi des risques. Le risque zéro n'existe pas. Quand vous mettez l'encens dans un endroit, il faut faire attention aux rideaux, aux draps, et au tapis, parce que ça peut incendier la maison. Des cas sont arrivés. Voilà. Quand vous mettez aussi l'encens, il faut faire attention. Il ne faut pas mettre trop de fumée. Ne transformez pas votre chambre en cuisine. Sinon, ça n'a pas d'importance. Ça devient désagréable. L'utilisation modérée de l'encens fait partie de la propreté. Il favorise la bonne attente dans la maison, car la bonne odeur pour certains apaise le cœur. Mais l'utiliser pendant longtemps et de façon répétée provoquerait des complications respiratoires chroniques, surtout chez les personnes asthmatiques. Comme on le dit, consommer avec modération, l'eau ne peut pas faire de mal. Coupe du Monde 2022 est un événement quadriennal qui offre l'opportunité aux commerçants qui se sont spécialisés dans la vente de maillots de faire de bonnes affaires. En dépit de la situation économique du pays peu stable, les vendeurs de maillots ont vu accroître ces derniers temps leur chiffre d'affaires. La grande ferveur de la population autour des maillots réside dans ce qu'on pourra appeler l'expression d'une passion pour le sport roi. Aminata Togoula.
Le maillot de football, c'est généralement l'habillement des joueurs. Il représente l'emblème d'une équipe par sa couleur et ses motifs. En ce moment de la Coupe du monde de football, les vendeurs de maillots parviennent à tirer leur épingle du jeu. Actuellement, les maillots marchent fort bien. Avec la Coupe du monde, vraiment, ça marche très bien. Bon, pour le moment, le maillot le plus convoité, c'est le maillot de l'équipe de France. Et en deuxième position vient le maillot du Maroc. On a les maillots de 10 000 et de 15 000 francs. C'est-à-dire celui de 10 000, c'est celui de supporters et celui de 15 000, ça c'est le modèle des joueurs. Bon, actuellement, quand même, on se débrouille un peu. Bon, tout le temps, ça va. Bon, c'est pas la période des Coupes du monde seulement. Bon, chaque moment, c'est comme ça. Pour un bon nombre de passionnés du football, le maillot a une importance majeure, une façon de montrer que la personne qui porte un maillot est un vrai fan et partisan d'une équipe ou d'un club. L'achat des maillots est de plus en plus convoité par les amoureux du ballon rond. Je suis venu acheter les maillots du Portugal, mon équipe préférée. Je pensais les trouver dans cette boutique, mais malheureusement, je ne l'ai pas trouvé. J'achète les maillots chaque fois, mais cette fois-ci, c'est la Coupe du monde. Donc, seul le Maroc a honoré l'Afrique entière. Bon, c'est pour cela que je cherche les maillots de Maroc aujourd'hui. Si certaines personnes achètent les maillots de la Coupe du monde de football pour supporter leur équipe préférée, cependant, d'autres se contentent seulement de suivre les matchs à la télé. On voit quelques jeunes qui aiment bien les maillots, ils supportent les équipes, ils portent leurs maillots. Et en plus de cela, maintenant, je souhaite bonne chance au Mali. Il faut dire que cette Coupe du monde de football Qatar 2022 est une aubaine pour ces vendeurs. Car durant cette période de compétition, les amoureux du ballon rond n'ont pas hésité d'acheter les maillots de leurs équipes préférées. Toujours dans le même registre, le champion de la 10e édition de la démonstration de force se nomme Jean-Alfred Babi alias Caterpillar. Venu du Burkina Faso pour l'occasion, il a soulevé 260 kg devant des centaines de passionnés de la discipline. Cet événement sportif s'est déroulé au Palais des Sports Salamatou Maïga ici à Bamako. Nous retrouvons Aminata Togola. Organisée chaque année par le club HippoForce, la compétition Fangatiki vise à mettre en compétition les gros bras du Mali et d'autres pays de la sous-région. Selon les organisateurs, l'objectif de cette compétition est de promouvoir cette discipline. Il faut reconnaître que c'est notre 10e fois qu'on organise cette compétition. Fangatiki a commencé dans la rue et vous voyez qu'aujourd'hui nous sommes dans une grande salle, l'une des plus grandes salles du Mali, qui est le Palais des Sports Salimata Maïga. Et aujourd'hui, notre 10e édition, on l'a mis sous le signe de la paix et de la réconciliation dans les régions du Sahel. Les parrains se disent satisfaits et ils l'ont fait savoir à travers un message d'encouragement à l'endroit des pratiquants de la discipline. L'événement Fangatiki aussi, c'est salutaire parce que ça encourage les gros gras à venir au sport. Puis ça encourage aussi à faire des sports pour qu'ils puissent gagner quelque chose. Je suis très fière et très contente. Donc je remercie tout le monde et les personnes de bonne volonté qui ont aidé de près ou de loin. Le gagnant de cette 10e édition s'est réjoui de sa victoire. Si j'ai remporté en tout cas cette victoire, cela ne veut pas dire que je suis fort plus que Ivo. Peut-être c'est la science qui m'a souri ce soir encore. Ce sport, il n'y a pas en tout cas un secret, sur le travail seulement, si je peux dire. Sinon plus que content, mais s'il y a un autre mot pour dire au-delà de content, quoi. La compétition a pris fin par une remise de prix et d'attestation à tous les participants. Quant au gagnant, il a reçu 1 million de francs CFA accompagné d'une médaille. C'est ce qui met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur votre chaîne de proximité ORTM2. Bonsoir.